Bonjour, je suis Nicolas de Robert, je suis directeur technique de Smart Ad Server. Je suis arrivé en 2006, donc ça fait à peu près 10 ans que je suis dans cette société. À l'époque, j'étais le premier développeur, enfin on va dire la première personne de l'équipe technique en charge de faire croître l'équipe. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes sur l'équipe technique, réparties à Paris, à Nantes et à Cracovie pour une petite part. Donc on diffuse plus de 100 milliards d'impressions publicitaires par mois sur des sites internet, sur des applications mobiles. On est cross-platform, donc on est à la fois sur le web, sur le mobile et sur la vidéo. Pour ce faire, on a des serveurs qui nous appartiennent, qui sont dans des data centers mutualisés. On a 3 data centers en région parisienne et un data center à Miami. Donc concrètement, toute la partie data center France couvre l'Europe en termes de diffusion de pub et nos data centers à Miami couvrent tout ce qui est Amérique. On est en phase de déploiement plutôt dans le cloud cette fois en Chine pour couvrir la Chine continentale et plus tard la région APAC, donc Asie, Sud-Pacifique, etc. Pour ce faire, aujourd'hui, on a environ 1000 serveurs en charge de cette diffusion. En termes de techno, on utilise principalement en front des technos Microsoft. Donc on a des serveurs web, Windows qui font tourner IS avec du code écrit en C# pour la partie diffusion. En back-end, on a du SQL Server. Récemment, on a introduit des technologies, on va dire, un peu plus performantes et plus adaptées à nos besoins de forte volumétrie. On utilise par exemple Aerospike pour tout ce qui est stockage de données temps réel, qu'on va utiliser pour faire des choix plus précis et plus rapides au niveau des campagnes à afficher à nos clients, enfin aux internautes. On utilise RabbitMQ pour tout ce qui est transit de logs depuis nos serveurs frontaux vers nos bases de données en back-office. En back-office, justement, on utilise Hadoop maintenant comme point central de collecte d'informations et comme point central de calcul. Voilà. Bon, très bien. Du coup, peut-être, non, juste je complète sur la partie interface graphique, on utilise AngularJS avec des Web API également écrites en C#. Et pour la partie mobile, on utilise des langages attachés aux plateformes. Donc on a des SDK permettant d'embarquer des pubs dans les applications. Donc de fait, sur Android, on utilise Java et sur iOS, Objective-C. Donc le gros de l'architecture, ça va concerner la partie diffusion de campagne. On a une architecture qui est assez fortement distribuée. Déjà, on a plusieurs data centers. On fait du load balancing entre nos data centers. Pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle Cedexis qui permet de router le trafic de manière optimale vers le bon data center. En gros, vers le data center qui va apporter les meilleures performances pour l'internaute. Okay, donc typiquement, une personne se trouvant aux États-Unis va être routée automatiquement vers nos data centers de Miami, et une personne se trouvant en Europe va pouvoir être routée vers un de nos 3 data centers français en fonction de l'opérateur qu'il va utiliser, de son point géographique. Enfin, ça peut être l'un des 3, et on peut constater des performances assez différentes, bien qu'on soit sur des emplacements géographiques assez proches. Donc ensuite, dans chaque data center, on a une architecture qui est assez proche. On a une stack d'abord routeur, donc c'est des équipements spécifiques, firewall, load balancer, switch. Au niveau réseau, on est en 10G partout. Tous nos équipements sont en 10G, sauf les serveurs finaux qui sont en 1G, donc 1 gigabit par seconde. Voilà, donc ensuite on a une ferme de serveurs frontaux qui sont load balancés via donc ce que je viens de mentionner. On a un équipement spécifique qui reçoivent des requêtes de manière, on va dire, proportionnellement à leur puissance. On va avoir des frontaux qui vont être un peu plus anciens, par exemple qui ont 3-4 ans, qui vont recevoir moins de requêtes, et ceux qu'on a mis en production la semaine dernière ou le mois dernier
recevoir d'autant plus de requêtes qu'ils sont plus récents. Ces fronts ils sont complètement stateless. Tout ce qui est données utilisateurs est stocké soit dans des bases de données de notre côté, soit dans des cookies. Donc typiquement, dès qu'on va avoir une requête en provenance d'un utilisateur, en fonction de son identifiant, on va aller rechercher dans une base de données spécifique des données qui le concernent. C'est important par exemple pour gérer le capping. Le capping, c'est la capacité de limiter le nombre d'affichages d'une publicité donnée à un navigateur donné, à un internaute donné. Donc nos données transitent jusqu'à un cluster Hadoop. L'intérêt du cluster Hadoop, enfin, je pense que la plupart des gens un peu IT le savent, mais l'intérêt c'est que c'est un système qui est très facile à faire évoluer en termes de capacité. Il suffit de rajouter des serveurs et automatiquement ils sont pris en compte par le système et ça augmente la capacité de calcul. Donc notre trafic évoluant assez rapidement, on est amené à rajouter des serveurs dans ce cluster de manière quasi mensuelle. Donc ce cluster il a essentiellement deux charges. Premièrement, faire un ensemble de précalculs de statistiques qui vont être derrière utilisés pour modifier le comportement de la diffusion des campagnes. Ça c'est le premier point, mais il a aussi un autre bénéfice qui permet à nos clients de faire des extracts de statistiques ultra précis sur les critères qu'ils veulent, puisque les calculs vont être redéclenchés directement sur les logs. Donc on n'a pas de problématique j'ai pas cette agrégation qui est disponible parce que j'ai pas de place dans les bases de données, etc. On investit pas mal de nouvelles technos. Là on regarde, par exemple on regarde Elasticsearch avec comme objectif principal d'avoir une façon assez simple et rapide d'analytique sur nos propres données. Donc on envoie des données dans un cluster Elasticsearch et puis ça nous permet d'aller faire des stats, de regarder par exemple d'investiguer les logs d'erreurs, des choses comme ça pour essayer de comprendre d'où ils viennent, dans quelles circonstances ils se produisent et comment on peut les éviter. On utilise Redis donc pour la partie très temps réel, mais on regarde également d'autres bases de données pour des besoins un peu similaires. Donc on regarde pas mal Cassandra, on regarde Redis. Tout ça c'est pas encore en prod, c'est plutôt à l'état de recherche, on va dire. On est actuellement sur du .NET 4.5. On va sans doute regarder les librairies, tout ce qui gravite autour de la nouvelle stack web de .NET. Donc .NET Core avec notamment et également Kestrel comme nouveau serveur IS. Donc on affiche un peu plus de 100 milliards de pubs par mois. Donc en pic, ça représente environ, on doit être sur du 6 millions par minute à peu près. Hein. Donc voilà, l'ordre de grandeur c'est 100 000 par seconde. Pour donner un peu tous les différents types d'échelles. Sur la partie RTB, on envoie pour chaque affichage de pub réalisé en RTB, on déclenche de notre côté environ une quarantaine d'appels vers des plateformes d'achat en temps réel qui vont nous renvoyer des prix auxquels elles sont prêtes à acheter l'enchère. Et on va choisir la plateforme la mieux payante qui respecte un certain nombre de contraintes pour la diffuser. Donc là on est sur des volumétries qui sont encore en multiples on est sur des centaines de milliards en fait, parce qu'on a aujourd'hui on génère entre 80 et 100 milliards d'enchères par mois, et pour chacune de ces enchères on est entre 10 et 40 appels vers des DSP, donc je vous laisse faire le calcul du nombre de requêtes sortantes qu'on génère sur nos data centers par seconde. Alors notre fierté c'est d'avoir une plateforme qui scale depuis plusieurs années et qui scale bien. On a rajouté Hadoop parce qu'on avait un système avant qui était basé sur du sharding SQL qui marchait bien mais qui en termes de maintenabilité n'était pas hyper pratique, donc ça c'est une belle avancée. Globalement on a un système qui scale pas mal. Notre challenge à venir, notre plus gros challenge, ça va être de s'implanter en Chine,
Parce qu'en Chine, on va changer complètement notre façon d'aborder la diffusion. On va plus utiliser nos propres serveurs dans dans des espaces mutualisés dans les data centers. On va utiliser du cloud. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous, ce qui peut surprendre, mais c'est assez nouveau pour nous. Et il va falloir qu'on soit capable de reproduire notre architecture physique dans un environnement virtuel avec le même niveau de performance et d'exigence qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos data centers français et US. Sur toute la partie infra, on a une équipe dédiée qui s'occupe du racking des serveurs, de l'architecture réseau, des appels d'offres quand il faut modifier notre stack, changer notre stack de firewall, notre stack de routeur, etc. Et cette équipe est également en charge de tout ce qui est monitoring. Pour ça, on utilise un outil qui n'est pas hyper connu, qui s'appelle PRTG, qui est fait par Pessler, qui permet de définir un certain nombre de sondes, qui peuvent être des sondes HTTP, des sondes SQL. C'est très facilement configurable. C'est un équivalent de Nagios, mais c'est un équivalent de Nagios. On a aujourd'hui, je pense qu'on a, alors j'ai pas fait le calcul récemment, mais on a plusieurs milliers de sondes qui pôlent des requêtes toutes les minutes, voire toutes les secondes pour celles qui sont les plus fréquentes. Donc toute cette partie-là, monitoring, infra, elle est gérée par une équipe. Ensuite, on a une équipe qualité qui, elle, va être en charge de s'occuper de nos outils de build et de déploiement. Aujourd'hui, on utilise TeamCity.net pour faire ça. On a, en moyenne, je pense qu'on a entre 1 et 2 déploiements par jour. Et des builds, on en a des centaines. Et ils sont également en charge de maintenir et de customiser notre outil pour tout ce qui est suivi de projet et bug tracking. Donc on utilise Jira, avec des workflows customisés, un système de droit spécifique, etc. Donc ça, c'est l'équipe qualité. Et ils sont également en charge de maintenir un système de testing automatisé, mais ils ne sont pas en charge directement de la réalisation des tests. Les tests restent de la responsabilité des équipes de développement. Et ensuite, au niveau des équipes de développement, on a un certain nombre d'équipes qui sont soit sur des fonctionnalités spécifiques, soit quand au niveau techno, c'est très spécifique, ils peuvent être sur des pans d'architecture spécifiques. Donc par exemple, on va avoir une équipe dédiée sur le développement des SDK mobiles. Donc ils écrivent des librairies en Objective-C et en Java qui vont permettre aux développeurs d'applications d'intégrer des pubs dans leurs applications hyper facilement. On a une équipe data qui est en charge de l'administration du cluster Hadoop, en charge du calcul de statistiques, du rapatriement des logs. On a une équipe qui va être en charge de développer le moteur RTB ou le moteur de diffusion de campagnes publicitaires. On a une équipe qui est en charge de la partie interface utilisateur. Voilà, on a donc un certain nombre d'équipes. J'en oublie la moitié, mais et toutes ces équipes fonctionnent en Scrum avec un déploiement toutes les 3 semaines et puis un fonctionnement Scrum assez classique. On est assez proche de la théorie, quoi. On a un cycle qui dure 3 semaines et un cycle qui dure un trimestre, c'est-à-dire environ 4 sprints. Ok, donc au niveau du trimestre, on va avoir une planification assez haut niveau qui est faite en collaboration entre la R&D et le produit. On définit les grands axes du trimestre, à la fois les besoins clients prioritaires et également les besoins d'évolution technique ou de refactoring de la plateforme pour la maintenir à niveau. Et on met ça dans une roadmap en gros qu'on va communiquer en interne. Après s'être rassuré, avoir fait une estimation, on va dire, à peu près fiable de notre capacité à délivrer cette roadmap. Et donc ça, on fait ça tous les trimestres. Et ensuite, au niveau des sprints, donc là, on a une planification qui est beaucoup plus précise avec un découpage des tâches assez précis, une estimation assez précise avec les fameuses estimations Scrum pour savoir
combien va nous coûter telle ou telle fonctionnalité en temps de développement, on mesure la vélocité de l'équipe, on adapte le nombre de points disponibles au sprint suivant, etc. Et on essaie de garder un œil sur l'évolution de cette vélocité pour chacune des équipes de dev. Non, on n'est pas hyper actif sur les projets open source. Ce qu'on commence à faire, c'est on a créé un GitHub, pour un GitHub Smart, dans lequel on ajoute un peu au compte-gouttes parce qu'on est un peu encore pris par les problématiques opérationnelles, mais donc on ajoute au compte-gouttes dans ce GitHub des projets. Donc ça peut être des projets purement des petites librairies utilitaires. Un truc qui est lié au monde de la pub qu'on a mis en place, c'est une librairie pour être compatible AMP, la techno Google, pour accélérer l'affichage des pages web. Voilà, c'est un axe d'amélioration pour nous. Ça, on est encore assez peu présent à ce niveau-là. On est une boîte avec une bonne ambiance, on est situé dans des super quartiers, enfin, je pense que les différents films que tu fais le montreront. En termes de technologie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France. On est vraiment sur une architecture distribuée sur des centaines de serveurs, voire des milliers, avec des problématiques de performance hyper pointues. On a une logique d'être toujours sur les dernières technos, ou en tout cas le plus possible. Et voilà, je pense que ça fait autant d'arguments pour venir chez nous. Il faut quand même apprécier un petit peu Microsoft. Il ne faut pas être un défenseur absolu de l'open source et un anti-Microsoft primaire, j'ai envie de dire. Mais à part ça, je pense qu'il y a de bonnes raisons de venir chez nous.